Madame, Monsieur, bonjour. Le CHU de Bordeaux a décroché cette année la première place du palmarès des meilleurs hôpitaux de France. Quelles sont ses forces? Quelles sont ses faiblesses? Quelle place occupent les médecins généralistes au quotidien dans la région? Comment lutter contre les déserts médicaux? Aquitaine se soigner à quel prix? Voici l'heure des questions. Invité de dimanche en politique ce dimanche, Philippe Vigourou, directeur général du CHU de Bordeaux, Frédéric Lorangeois, président du conseil régional de l'Ordre des médecins, et puis en direct de Périgueux, nous retrouverons au cours de cette émission Madame Monique Ratineau, qui est maire de Brantôme, avec qui nous parlerons de la désertification médicale. Nous nous retrouverons dans la deuxième partie de cette émission. Madame, Messieurs, merci d'avoir accepté l'invitation de dimanche en politique. Philippe Vigourou. Vous êtes à la tête d'un hôpital extrêmement important en France. Quels sont les défis que doit relever un directeur d'hôpital, alors Bordeaux ou d'autres, mais notamment Bordeaux? Le défi premier, c'est de faire marcher au quotidien cette très grande machine qui est à la fois une entreprise avec toutes ses caractéristiques et puis un service public qui a cette particularité parmi les services publics d'être disponible 24 heures sur 24, tous les jours de l'année et qui ne s'arrête jamais. Alors on va voir quelques chiffres clés qui représentent votre établissement. 14 000 salariés, vous êtes l'employeur le plus important de la Nouvelle-Aquitaine. Oui, je crois, oui. 1,1 milliard d'euros de budget annuel. C'est 3 millions chaque jour dépensés pour faire fonctionner l'établissement. Voilà. Et puis 3 490 personnes chaque jour qui fréquentent le CHU. J'imagine que c'est compliqué de faire tourner une telle machine tous les jours. C'est compliqué, c'est extrêmement stimulant, c'est passionnant. Et quand on fait tourner une telle machine, c'est parce qu'on est nombreux, on est plusieurs. Et au sommet du CHU, il y a un directoire que je préside, mais j'ai auprès de moi 8 médecins et collègues de l'équipe de direction pour prendre les grandes décisions. Je ne suis pas seul. Est-ce que ce n'est pas parfois un peu inhumain? Je ne crois pas. Et notre mission est éminemment humaine. Et on veille au contraire à ce que toutes nos décisions soient imprégnées de l'éthique médicale et de l'humain. Alors on va voir tout au long de cette émission que la santé a un prix, c'est le thème de cette émission. Faire fonctionner un tel établissement, c'est forcément aussi regarder les comptes. Est-ce que le CHU se porte bien ? Le CHU se porte bien, je crois qu'on peut le dire comme ça. D'ici la fin de l'année, il devrait avoir cette année encore un déficit qui représente entre 24 et 48 heures du fonctionnement de notre CHU, c'est-à-dire c'est à la fois trop, il faut être à l'équilibre, mais c'est quand même très peu. Disons qu'on tourne jusqu'au 30 décembre midi et que le reste, c'est un peu de déficit. Concrètement, quel est le déficit pour l'année à venir ? On attend les chiffres exacts, mais ça sera entre 3 et 6 millions d'euros. Il y a encore quelques réglages à faire, on n'est qu'au mois de novembre. Frédéric Lorangeois, lorsque vous voyez le CHU de Bordeaux, vous avez son directeur général avec nous sur le plateau, quel regard, vous en tant que médecin généraliste et vos confrères, quel regard portez-vous sur cet établissement ? Ça ne peut être qu'un regard positif. L'Aquitaine, je parle d'ancienne région, se devait d'avoir un CHU de grande qualité. Je crois qu'il l'a. Il est nécessaire de former les futurs médecins qui seront un jour ceux qui pourront aller dans certains endroits qui sont aujourd'hui en déficit. Et surtout, il permet de former des spécialistes dans tous les domaines. Donc, alors, évidemment, on parlera du rôle du CHU qui est aussi de former, mais dans votre relation au quotidien, lorsque vous exercez ce métier, est-ce que les médecins généralistes ne trouvent pas là une facilité en confiant les patients au CHU, alors que peut-être vous pourriez intervenir, vous déplacer le soir, le week-end? Est-ce que ce n'est pas la facilité que d'avoir le service des urgences du CHU, par exemple? Je ne crois pas que ce soit la facilité. D'abord, ça dépend des territoires. Il y a des territoires qui sont extrêmement bien dotés en médecins, et notamment la Gironde, au moins la communauté urbaine, puisque la communauté urbaine est couverte par SOS Médecins,
et par des médecins généralistes également, qui assurent un service 24 heures sur 24. Il existe aussi, mais ça se fait en collaboration avec le CHU, un centre 15 qui fonctionne extrêmement bien et qui est extrêmement dynamique, qui permet aux patients d'avoir une réponse systématiquement sur toute la Gironde et également sur l'ensemble de l'Aquitaine, puisque cette régulation médicale existe maintenant à peu près partout. Alors, en nuit profonde, elle n'existe qu'en Gironde et dans quelques villes, quelques régions, mais insuffisamment peut-être encore. Mais je crois que la réponse des médecins existe dans la plupart des cas. Philippe Vigouroux, puisque nous sommes ensemble sur le plateau, le but c'est aussi de se dire des choses. Est-ce que vous, en tant que directeur général du CHU, vous avez un message à faire passer aux médecins généralistes? Est-ce que notamment en termes d'occupation des urgences, est-ce que parfois les médecins généralistes devraient peut-être éviter que les patients arrivent chez vous? Il y a peut-être une autre manière de gérer les choses, puisqu'on sait que les urgences sont généralement engorgées, saturées. Je crois que le message principal, il est à faire passer non pas aux médecins libéraux, mais aux citoyens eux-mêmes, notamment leur dire un message que l'Agence régionale de santé a fait passer largement cette année: avant de vous déplacer aux urgences, téléphonez au centre 15, qui est, je précise, une place des libéraux au cœur de l'hôpital pour assurer des réponses téléphoniques aux patients inquiets. Avant de venir aux urgences, téléphonez au centre 15 et on vous dira si vous devez venir ou non à l'hôpital. Alors je le disais en début d'émission, le CHU de Bordeaux a décroché cette année la première place du palmarès des meilleurs hôpitaux français. C'est un palmarès réalisé par nos confrères du Point. Concrètement, ça rapporte quoi, cette première place ? Ça apporte de la confiance et la possibilité de retourner à nos professionnels, les médecins, mais aussi l'ensemble des professionnels paramédicaux et d'autres catégories dans l'hôpital, le fait que tous ensemble, solidairement, ils font un excellent travail. Parfois on en doute, il y a des tensions, il y a des difficultés, mais globalement, on reste bon, on reste professionnel et nous avons cette reconnaissance qui est importante pour le moral des troupes. Alors, je le disais, ce CHU, évidemment, possède de nombreuses compétences. Si on devait mettre en exergue cette technologie nouvelle, qui a été récompensée d'ailleurs par ce classement, quelles sont vos forces aujourd'hui ? Alors, nos forces, elles sont, et c'est une particularité de ce grand CHU qu'est le CHU de Bordeaux, elles sont partout. C'est exceptionnel de pouvoir dire où que vous veniez, vous serez bien traité, bien pris en charge dans notre CHU. Mais on a donc une grande qualité qui est une homogénéité dans la qualité. Il y a évidemment quelques disciplines phares, la cardiologie qui est reconnue au niveau international, les neurosciences pareil, la chirurgie du rachis, et puis nous mettons en œuvre des technologies nouvelles au fil de l'année qui nous permettent de rester en pointe au niveau national et a fortiori régional. Frédéric Lorangeois, lorsque vous travaillez au quotidien et lorsque vous regardez le CHU, alors tous vos confrères ne sont pas sur Bordeaux évidemment, mais est-ce que le CHU, on ne le regarde pas un petit peu comme le grand frère qui est un peu puissant, peut-être même arrogant parfois ? Bon, non, on ne peut pas parler d'arrogance par rapport à un CHU. Je crois que c'est un outil extraordinaire mis à disposition des médecins. N'oublions quand même pas qu'il existe aussi une médecine de pointe dans le privé et un certain nombre d'établissements sont aujourd'hui également à la pointe de la technologie. Mais il est nécessaire que, encore une fois, c'est ce que je disais tout à l'heure, que la technologie habite un CHU et les médecins sont souvent rassurés de savoir que effectivement toutes les technologies de pointe sont actuellement utilisées au mieux des intérêts des patients. Parce que c'est pas l'intérêt des médecins là dont on est en train de parler, c'est surtout de l'intérêt des patients. Donc là, vous avez, vous, au quotidien, quand je dis vous, une fois de plus, ce sont les médecins du quotidien, vous avez un rôle d'information extrêmement important. Très clairement, en fonction de la pathologie, mieux vaut aller à tel endroit plutôt qu'à tel autre, j'imagine. Absolument. C'est tout l'intérêt du médecin traitant, qui donc qu'on a, je dirais, réglementé, puisque maintenant pour aller consulter un spécialiste ou un service hospitalier, il faut passer par son médecin traitant, mais ça c'est toujours fait. Le médecin de famille était un médecin chez qui le patient trouve
disons, celui qui va apporter les premières paroles, les premiers secours, les premiers soins, et puis qui ensuite va confier à un spécialiste, voire un service hospitalier privé, voire un service hospitalier public, en fonction de la disponibilité des uns et des autres, et surtout des compétences des uns et des autres. Donc le médecin généraliste est vraiment le pivot du système de santé. Je dis ça en pensant que celui qui est pivot, c'est le malade, c'est pas le médecin. Le médecin généraliste est le pivot du système qui va permettre aux patients d'avoir la meilleure réponse à une pathologie ou à une demande qu'il a. Très clairement, Philippe Vigouroux, on accepte aujourd'hui l'idée de dire qu'on ne peut pas être bon dans tous les domaines. Donc chaque établissement a sa propre compétence. Et donc dans ces cas-là, il vaut mieux orienter le patient au bon endroit. Sans doute, mais le rôle d'un CHU au sommet du système hospitalier, c'est bien d'être bon et excellent dans l'ensemble des registres. Alors, on travaille avec d'autres, certes, mais comme on fait de la recherche en même temps qu'on fait du soin, on a l'obligation d'être au top dans toutes les disciplines. Alors justement, le CHU n'est pas dans sa tour d'ivoire. J'imagine que vous travaillez avec les autres hôpitaux, j'en suis même certain, du département, de la région. Quels sont vos liens, justement, avec ces autres hôpitaux ? Alors, si on regarde l'ensemble de la région Aquitaine, en attendant de parler de Nouvelle-Aquitaine, nous travaillons avec l'ensemble des centres hospitaliers dans des domaines de complémentarité en fonction des pathologies, et nous avons presque une trentaine de médecins qui sont à la fois dans ces centres hospitaliers au CHU et qui sont bi-appartenants, pourrait-on dire, et qui travaillent des deux côtés pour faire le lien et avec l'ensemble de ces centres hospitaliers. Et puis nous avons également beaucoup de travail dans le domaine de la recherche. Nous aidons certains centres hospitaliers à se mettre à la recherche sur les médicaments, les dispositifs, etc. Est-ce qu'on peut prendre un exemple assez concret ? C'est-à-dire concrètement, lorsque vous avez une compétence au CHU à Bordeaux, mais que le patient est dans un autre hôpital, est-ce que vous pouvez apporter une aide technique ? Oui, une aide technique. On peut prendre l'exemple doublement intéressant de la téléthrombolyse. On peut dialoguer par exemple à 4 heures du matin avec un hôpital, avec l'hôpital d'Agen, qui n'a pas de neurologue dans la nuit, pour aider les urgentistes à discerner si un accident vasculaire cérébral est d'une nature ou l'autre. Est-ce qu'il est hémorragique ou thrombotique ? Est-ce qu'il y a un caillot, un infarctus du cerveau ? Auquel cas, après ce dialogue, une décision est prise et le patient peut être, dans une proportion de cas à déterminer, il peut être amené au CHU pour un geste technique dit de thrombectomie, pour aller libérer le cerveau du caillot. Et voilà un exemple de technologie qui n'est en œuvre qu'au CHU de Bordeaux en Aquitaine et pour lequel, quelle que soit l'heure, nous pouvons apporter nos expertises à l'ensemble des médecins d'Aquitaine. On a vu des images de l'hôpital de Libourne qui est en construction justement et avec qui vous travaillez également. On va voir également des images, c'était cette semaine, jeudi en l'occurrence, parce que tout n'est pas toujours simple dans votre quotidien. Il y a une technologie, il y a un savoir-faire. Et puis, il y a aussi des difficultés. Là, en l'occurrence, ce sont les infirmiers et les infirmières anesthésistes qui ont manifesté jeudi à Bordeaux, à Pau, afin de réclamer une revalorisation à la fois salariale et puis également de leur statut. On voit ces images. Considérez-vous que votre personnel est reconnu à sa juste valeur ? Alors, parfois, ils nous interpellent en nous disant justement qu'ils n'estiment pas être reconnus à leur juste valeur. Ce que je sais, c'est que dans le cas des infirmiers anesthésistes qui, jeudi dernier, ont manifesté, c'est une revendication nationale qu'ils ont portée. C'est vrai qu'ils font des études longues et qu'ils estiment que la rémunération n'est pas à la hauteur, mais dans le domaine de l'hôpital public, les rémunérations sont décidées au niveau national. Donc on a eu ici en région, à Bordeaux, une manifestation locale d'une revendication nationale. Alors je me suis appuyé sur cet exemple, c'était jeudi, mais très concrètement, vous avez quand même un personnel qui vous explique régulièrement, j'imagine, que les conditions de travail sont difficiles, c'est-à-dire que ces gens-là font ce travail avec passion, mais qu'il y a beaucoup d'heures d'activité, difficulté de prendre les congés, les récupérations. Vous l'entendez ça, j'imagine ? Oui, on l'entend, on travaille avec eux. Ils ont des représentants du personnel que nous rencontrons très régulièrement, avec lequel, à l'occasion, il y a des négociations, c'est-à-dire lorsqu'il y a des points précis qu'il faut surmonter ensemble, et c'est le cas très régulièrement. C'est la vie, de ce point de vue, d'une grande entreprise, mais là, il y a le patient, il ne faut jamais oublier, les personnels ne l'oublient jamais, même quand ils manifestent, et la direction non plus, et les patients qui sont au bout de la décision. Alors, nos internautes suivent cette émission et nous posent des questions en regardant cette émission, et c'est Joss qui nous pose une question, et qui nous dit, on va la voir cette question, certes, on a des équipements certainement fabuleux, mais l'équipement ne fait pas tout.
quelle sécurité avec des personnels qui sont épuisés? Les personnels sont épuisés, certains l'expriment comme ça, tous ne le font pas et heureusement. Notre responsabilité, c'est de mettre le juste personnel là où il est nécessaire. Et je vais dire, lorsqu'il y a une perception de manque de personnel, cela nous est dit de façon parfois vive, mais nous essayons en permanence, nous travaillons à l'équité dans la répartition des personnels. Et c'est ainsi que si parfois on enlève 7 postes dans telle zone parce qu'on a estimé que c'était possible, c'est pour en mettre ailleurs. En pédiatrie, par exemple, on a pris une décision. En quelques mois, nous aurons mis 40 postes supplémentaires parce qu'il y a une augmentation d'activité et une augmentation de nécessité de technologie. Nous sommes en période électorale, ça n'a échappé à personne. Est-ce que vous avez l'impression que les femmes et les hommes politiques ont pris conscience des enjeux qui concernent notamment les hôpitaux, les médecins, la santé en France? Ce que je remarque, c'est qu'il n'y a pas de débat d'ampleur sans que la santé soit dans le débat. Et c'est vrai que c'est un des éléments de la vie sociale qui passionne le plus les Français. Et pour cause. Probablement qu'il y a un problème. C'est-à-dire que peut-être qu'il y a un manque de personnel. Non, le problème n'est pas tant, a priori, le manque de personnel. On a tendance à dire réponse par plus de personnel à toutes les questions. La question est plutôt celle du changement permanent et accéléré de l'organisation hospitalière. Les citoyens, plutôt les patients en l'occurrence, veulent une chose, ne rester à l'hôpital que le temps strictement nécessaire. Et c'est ce qu'on appelle le virage ambulatoire. Il s'agit de mieux s'organiser pour que le plus souvent possible, le patient qui rentrait le matin sorte le soir. Il n'y a pas de meilleur oreiller que l'oreiller de son lit à la maison. Si on peut éviter de dormir à l'hôpital et avoir tous les soins dans la journée, c'est mieux. Ça suppose un changement d'organisation important, donc une certaine déstabilisation, et c'est ce virage qui est parfois perturbant et que nous devons accompagner. Alors François Hollande s'était engagé lors de sa campagne présidentielle précédente à faire en sorte que tous les Français aient accès à des soins d'urgence en moins d'une demi-heure ou pas plus éloigné d'une demi-heure de leur domicile. Est-ce que cet objectif est atteint aujourd'hui ? Alors ça, ce serait plutôt au directeur général de l'agence de santé qui représente l'État de traduire son jugement sur la question. Ce que je sais, c'est que nous avons plusieurs façons d'être présents, nous CHU, mais aussi les autres centres hospitaliers. Ça peut être en accueillant ceux qui viennent chez nous, bien évidemment. Ça peut être aussi en se déplaçant, je pense au SAMU. Ça peut être aussi en se déplaçant de manière virtuelle. Et on a mis en œuvre ces derniers mois et ces dernières années, mais surtout ces derniers mois, beaucoup de dispositifs de télémédecine, de télésanté, de téléconsultation. Et le CHU de Bordeaux est très actif dans ce domaine. Une personne âgée qui a une plaie grave ou des escarres ou des troubles du comportement dans une maison de retraite à 250 km du CHU de Bordeaux peut avoir par la télémédecine, par la téléconsultation, un accès à nos spécialistes de ces différentes questions, comme s'il était dans le centre de consultation du CHU. Alors je l'ai dit, nous allions parler du CHU en début d'émission avec sa technologie, ses compétences, mais la région c'est un tout. Oui. Et il y a également des territoires qui n'ont pas cette technologie et ces compétences. Oui. Et là je me tourne vers Frédéric Lorangeois. On va forcément aborder la question des déserts médicaux. Est-ce qu'il y a assez aujourd'hui de médecins généralistes sur le territoire ? Alors, je vais vous faire une réponse de Normand. Je mets les guillemets à Normand, bien sûr. Il n'y a jamais eu autant de médecins qu'aujourd'hui. C'est ça. Je crois qu'on est à 198 000 médecins en France aujourd'hui. Si je vous donne un exemple, par exemple, le département de la Gironde a un nombre de médecins inscrits à son tableau qui augmente tous les ans. Or, le nombre de soignants baisse tous les ans. On est dans un paradoxe aujourd'hui. Celui qui fait que certains médecins n'exercent pas la médecine de soins. C'est-à-dire qu'un certain nombre de médecins sont occupés à des tâches qui sont utiles, hein, je n'ai pas de critique à faire sur ces tâches, mais qui ne sont plus des activités de soins. Alors peut-être y aura-t-il des solutions à trouver, et on commence à les entrevoir avec les maisons médicales pluridisciplinaires, etc. etc. Je crois qu'on parle d'hôpital, et une des clés pour empêcher la désertification, ça va être de maintenir une offre de spécialité ou d'hôpital de proximité
très important. Le CHU est très important, mais l'hôpital de Périgueux est très important. L'hôpital de Mont-de-Marsan est très important. Un médecin qui n'a pas... il y a des départements actuellement en France qui n'ont plus de spécialistes du tout. Aucun. Ni CHU, ni hôpitaux, ni privés. Je veux dire, il faut qu'on fasse très attention. Il n'y aura pas de médecine et de médecins s'il n'y a pas derrière une infrastructure qui permette aux médecins de travailler en toute sécurité. En tous les cas, il y a des patients et nous allons retrouver Madame Monique Ratineau, qui est donc maire de Brantôme. Madame Ratineau, vous êtes en direct de notre studio de Périgueux. Je vous remercie d'avoir été patiente. Vous êtes à la tête d'une commune qui compte 2300 habitants environ, je crois. Combien avez-vous de médecins aujourd'hui sur votre commune et dans votre secteur ? Alors tout d'abord, je tiens à vous remercier beaucoup d'avoir invité une petite élue de base qui va pouvoir traduire devant des responsables qui ont en charge notre santé. Donc moi, je suis maire d'une petite commune de 2300 habitants, comme vous l'avez dit. Actuellement, nous avons 3 médecins, dont un est tout près de la retraite, un autre va à la retraite d'ici 2-3 ans, et donc le 3e va crouler sous la tâche. Voilà la situation. Donc concrètement, vous êtes, j'imagine, en train de chercher à attirer des médecins sur votre commune. Est-ce que ça se passe bien ? Alors tout à fait. Alors donc nous sommes en communauté de communes, une communauté de communes de 12 000 habitants. Donc comme nous le prescrivaient, nous le demandaient nos responsables nationaux, nous avons une maison médicale qui vient d'être achevée dans la commune de Mareuil, qui est à une vingtaine de minutes de Brantôme. Cette maison médicale attend désespérément son médecin. Alors il y a bien un kinésithérapeute, mais pour bien comprendre, pourquoi est-ce que les médecins ne viennent pas chez vous ? Vous les avez sollicités ? Ah ben, c'est bien toute la problématique. Nous avons même fait un appel par affichage public pour on va voir cette image-là sur la commune de Mareuil. Que nous invitions des médecins à se présenter. Alors nous avons eu un couple de Roumains qui s'est présenté, mais qui n'a pas été agréé par l'ordre des médecins. Alors l'autre problématique qu'il y a, nous avons eu un médecin landais qui a candidaté, qui a été reçu par mon collègue de Mareuil. Et il semblerait qu'il ne donne pas suite à sa candidature dans la mesure où le médecin actuellement en activité aurait refusé de lui préciser la date de son départ à la retraite. Parce qu'il y a aussi cette problématique-là. Les médecins ne sont pas toujours coopératifs pour accueillir des successeurs. Madame Ratineau, par rapport aux jeunes médecins que vous sollicitez, quel regard portez-vous sur... Est-ce que ces jeunes médecins sont motivés pour venir vous voir ? Visiblement non. Comment est-ce que vous ressentez ? Qu'est-ce qui a changé en fait ? Alors, je crois que les médecins ne veulent plus travailler comme ont fait leurs prédécesseurs, ce que je comprends tout à fait. Ils ont droit à une vie privée, ils ont droit à une vie familiale, ils ont droit à des loisirs. Ça, je l'entends parfaitement. Mais il me semble tout de même que justement le fait d'avoir des établissements, des maisons médicales, des cabinets médicaux pourrait leur permettre de s'organiser de façon à ce qu'ils ne soient pas toujours corvéables à merci. Et donc venir délivrer leur science auprès de nos patients. Alors concrètement, ça veut dire que l'absence de médecins, concrètement, quelles sont les conséquences sur la population et sur la vie économique ? Mais les conséquences sont très lourdes, parce qu'évidemment, nous avens quand même en Dordogne, nous avons une population relativement âgée. Évidemment, quand on est âgé, on a besoin davantage de soins médicaux. Donc jusqu'à présent, nous accueillions un certain nombre de retraités. Vous imaginez bien que s'il n'y a plus de médecins, les retraités ne vont pas venir augmenter notre population, voire la maintenir. De notre côté, comment attirer des jeunes couples avec enfants s'il n'y a pas de médecins ? Donc oui, c'est un cercle vicieux qui se met en place, là, j'imagine. C'est un cercle vicieux qui se met en place, donc pas de médecin. On va faire réagir Frédéric Lorangeois, si vous le voulez bien, par rapport à ce que dit Madame Ratineau. Ces jeunes médecins qui ne veulent pas aller s'installer dans ces zones rurales, est-ce qu'il faut leur imposer quelque chose ? Est-ce qu'il faut être coercitif ? Qu'est-ce qu'il faut faire ? Alors je pense que la coercition est une très mauvaise solution, personnellement, et ça a été dit et redit, et je crois que tout le monde est à peu près d'accord sur ce sujet. Je crois qu'aujourd'hui, les médecins n'exerceront plus tel qu'ils ont exercé
c'est pas très vieux, hein, c'est dans les années 70 à 90. C'est-à-dire, ça a été le boom de la démographie médicale, et les médecins se sont installés. Moi, tous les médecins de ma génération se sont installés partout. Et on s'est habitué à avoir un médecin dans sa commune, à sa porte. Et je crois qu'il faut qu'aujourd'hui, on s'habitue à ne pas avoir un médecin à sa porte. Je crois qu'il... Mais vous entendez ce que dit Madame le maire, c'est-à-dire que ça peut avoir des conséquences sur la santé, quand il n'y a plus de médecins dans les communes. Laissez-moi terminer. Qu'appelez-vous avoir un médecin à sa porte? Là, nous en sommes à 20 km quand même. Oui. La solution qui est préconisée... Même à 20 km, il n'y en a plus. Oui, la solution qui est préconisée aujourd'hui, c'est la solution qu'on met en place progressivement avec les ARS, ce sont les maisons médicales pluridisciplinaires. C'est pour ça que j'insistais tout à l'heure sur le rôle des spécialistes. Il existe une maison médicale dans votre zone, puisque je connais bien la région de Brantôme et Saint-Barthélemy-la-Rivière, où un médecin qui n'est pas très loin, enfin un groupe médical qui n'est pas très loin, est un exemple de ce qui doit se faire. Ce qu'il ne faut pas faire dans l'installation des cabinets médicaux. Dans l'installation des cabinets médicaux, c'est installer des maisons médicales s'il n'y a pas de projet médical. S'il n'y a pas de projet médical, c'est-à-dire à l'origine de médecins, c'est un échec systématique. Un dernier mot pour terminer cette émission. Madame Marisol Touraine, cette semaine, a annoncé qu'elle souhaitait augmenter le numerus clausus pour l'année à venir, et donc de 11%, c'est-à-dire permettre d'avoir plus d'étudiants qui se forment pour la médecine. Vous considérez que c'est une bonne nouvelle ? Ça a été une des 10 propositions qui a été faite par le Conseil national suite à la grande consultation qui a été faite. Et dans les propositions qui étaient... Alors le problème, simplement, c'est qu'il faut 10 ans ou 12 ans pour former un médecin. Oui, et surtout, je crois que ce qu'on souligne il y a plusieurs aspects. En quelques mots, c'est la fin de cette émission. Dans l'augmentation du numerus clausus, c'est une bonne chose. Effet 11 ans, 10 ans, 11 ans. Pour des généralistes, pour des spécialistes, c'est plus. Et deuxième problème qui est posé, c'est la formation de ces jeunes. Parce que ce n'est pas le tout de dire on va former des jeunes, c'est qu'il faut les former et qu'il faut avoir de la place, dans les CHU notamment, pour les former. Pour l'instant, ce n'est pas forcément le cas. Dossier à suivre donc sur la santé en Aquitaine. À quel prix? C'est la fin de cette émission. Madame, merci. Messieurs, merci d'avoir accepté notre invitation. C'est la fin de cette émission. Dimanche en politique se poursuit avec Francis Letellier. Excellent après-midi.